Première partie du cours sur le travail comme donnée anthropologique, anthropos en grec, l'homme, le travail, on le voit ici, est une composante essentielle de l'humanité. Pour le clarifier, je vais développer dans l'axe A les rapports entre travail, technique et histoire. Je m'appuie sur un texte de Henri Bergson, écrit en 1932, qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion. Dans ce texte, Bergson qualifie l'homme d'homo faber. Un homo faber, faber en latin, ça veut dire l'outil, l'aptitude à inventer des artefacts, des outils, plus tard bien sûr des machines. Et il dit que l'homo faber précède d'une certaine manière l'homo sapiens. On a d'abord été, notre intelligence est d'abord déployée vers l'outillage plutôt que vers l'astronomie, la philosophie, les savoirs, les mathématiques. Donc Bergson ne déprécie pas ni le génie technique, indispensable dans toute forme de travail, bien sûr, ni le travail en lui-même. Il considère aussi que les innovations techniques qui engendrent différentes formes de travail ponctuent, jalonnent l'histoire de l'humanité. Et on sait d'une certaine manière que tous les historiens s'entendent pour tracer des séparations entre les diverses ères historiques en s'appuyant sur les types de techniques qui se développaient et donc les types de travail aussi qui se développaient à tel ou tel moment. Ainsi, on peut s'entendre tous pour distinguer les sociétés dites du paléolithique qui s'arrêtent aux alentours de moins 7000, moins 6000 dans le Moyen-Orient, mais même en France. Et par exemple, en deux mots, qu'est-ce qui distingue le néolithique et le paléolithique? C'est non seulement la présence d'outils plus sophistiqués avec le néolithique. Néolithique, ça veut dire nouvelle pierre polie. Et cette période-là où l'homo faber invente des outils en pierre, notamment en forme de hache, eh bien, ça va coïncider aussi avec l'abandon d'un mode de vie nomade, ça c'est le paléolithique, pour un mode de vie plus sédentaire, et on dit que c'est vraiment le néolithique, l'avènement d'une civilisation de société de paysans, et c'est l'avènement vraiment de l'agriculture plutôt que de la chasse et de la cueillette. Donc si on dit que le travail est une donnée anthropologique et qu'il est indissociable de l'histoire de l'humanité, on en a un exemple ici, tout modeste, avec cette particularité d'un mode d'outillage particulier qui permet un type de travail particulier, en l'occurrence le début de l'agriculture. Et on voit bien donc cette donnée vraiment propre à l'être humain. Évidemment, on le verra assez vite dans l'axe suivant que, évidemment, il y a une question fondamentale, c'est la question des besoins, la question de vivre, de survivre et également d'exister. Je reste un tout petit peu avec la notion de travail et d'histoire pour montrer que l'historien, cette fois-ci Fernand Braudel, dans un ouvrage intitulé La Méditerranée, montre que ce qui unit sur plusieurs siècles ce qu'on pourrait appeler le monde méditerranéen, eh bien, c'est un mode particulier de rapport au monde de toutes ces populations, un mode tout particulier de travailler. Il montre du coup la communauté de culture entre
soit les Nord-Africains, les Romains, les Grecs, mais aussi sur le Moyen-Orient. Communauté donc entre toutes ces portions de terre, ces portions géographiques. Cette communauté tient au fait que dans tous ces mondes-là, de la Grèce, du Maghreb, de l'Italie et autres, euh, il y a une empreinte dans le sol, dans la terre, une empreinte commune qui a pour cause une façon de travailler que partagent tous ces hommes du monde de la Méditerranée. Et il dira en fait que qu'est-ce que c'est que le travail de l'homme? Eh bien, c'est une manière toute particulière de dessiner un paysage méditerranéen en l'occurrence, et il montre que qu'est-ce que la Méditerranée? Eh bien, c'est par exemple le travail de la vigne et le travail de l'huile d'olive, le travail plutôt de l'olivier. Et il dit que sans le travail, le globe terrestre tournerait dans l'univers sans toutes ces empreintes-là. Donc on peut considérer que, évidemment, raisonner sur le travail, c'est voir qu'il constitue un mode propre à l'homme d'inscrire ses savoir-faire d'homo faber, d'homme qui invente des outils, qui sait les utiliser, qui les utilise pour sculpter un territoire, pour y retrouver évidemment des ressources, on viendra à ce point ultérieurement, et que on ne peut pas étudier le passé sans étudier des civilisations marquées profondément par des modes particuliers de vivre, des modes particuliers de produire des outils et de travailler. On pourrait, en sortant de ce texte en particulier, montrer que le raisonnement qui tient pour le néolithique et paléolithique est aussi valide pour montrer en quoi, par exemple, de nos jours, la révolution numérique va redessiner d'autres formes de travail, évidemment, en détruisant des millions d'activités, peut-être en générant d'autres, mais on ne peut pas donc faire abstraction du lien entre les techniques, le travail et le mouvement de l'histoire, le fait que l'homme est l'auteur de sa propre existence en inventant des outils, et que en étant l'artisan de nouvelles techniques, il invente aussi d'une certaine manière des sociétés et quelque part plus largement une civilisation qui va avec. Et on sait à quel point par exemple l'invention de l'écriture dessine aussi un type de civilisation, peut-être en menacée ou pas aujourd'hui avec une ère plus numérique. Alors, après avoir montré cet aspect-là historique du travail, on peut toujours, dans cette grande partie consacrée aux données anthropologiques, c'est-à-dire au travail comme composante de l'humain, on peut se pencher sur la question évidente de la nécessité du travail. Nécessaire en philosophie, ça veut dire qui est non seulement utile, le travail est utile, mais il est également nécessaire au sens où l'homme ne peut pas ne pas travailler. C'est ça le sens de l'adjectif nécessaire. Je jette un trousseau de clés par terre, il va nécessairement tomber. Donc le travail comme nécessité, le travail comme activité intrinsèquement liée aux besoins et à ce que le philosophe, entre autres Michel Foucault, dans un ouvrage qui s'appelle Les mots et les choses, écrit en 1966, qualifie de la finitude. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est la finitude de l'homme? Finesse en latin, ça veut dire les frontières. Être confiné, puisqu'on l'est tous quasiment aujourd'hui, ça veut dire être dans des frontières, être dans les frontières d'un mur,
petit cliché. Donc la finitude de l'homme, cela signifie qu'il est encadré par des limites, d'une part spatio-temporelles, et qu'il est un être enfermé quelque part en partie dans une nature mortelle et dans une nature de besoin. Qu'est-ce qu'être homme? C'est partager en commun avec l'animal la pression du besoin de se nourrir, de se, de se développer. Et du coup, qu'est-ce que travailler? C'est agir en réponse à la question des besoins. Et on peut essayer, on sait très bien que cette question à la fois de la finitude de l'homme, être de besoin, être mortel, être qui ne connaît pas d'instinct, contrairement à l'animal, quel comportement adopter par rapport au manque d'eau ou à un sol infertile, eh bien cette question de la finitude, elle amènera également à voir le travail comme quelque chose qui est inéluctable, qui est de l'ordre peut-être, alors qui est d'abord de l'ordre d'une contrainte. On ne travaille pas parce qu'on veut, on travaille parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc non seulement inéluctable, comme quelque chose qui est une contrainte, et quelque chose qui, d'une certaine manière, fait tâche sur l'univers utopique d'un monde sans travail. Alors pour être un peu plus clair, je vais essayer de m'appuyer sur à la fois un texte de la mythologie grecque, ça sera Hésiode dans un ouvrage qui s'appelle Les travaux et les jours. Je solliciterai aussi pour comparer ce texte dont j'ai parlé de Michel Foucault, Les mots et les choses, où il parle du travail et de la peur de la mort. Et puis on pourra faire un saut dans la Bible et la Genèse pour essayer de voir la signification de cette injonction de tu travailleras à la sueur de ton front.